Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver en ce dimanche d'intersaison. Ça y est, on ne sait plus quoi faire. Heureusement pour l'homme qui est avec moi aujourd'hui, que vous connaissez sous le nom du T, bah lui, il va commencer à se mettre à fond dans la Coupe du Monde des clubs de football, puisque c'est Oui. vraiment son truc, mais il est au taquet. Je pense qu'il en est encore à croire que Hakimi, c'est le nom d'un petit restaurant sympathique du côté de Lyon, mais on va pas lui faire le coup encore une fois. Théo, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Comme tu le sais, la saison est terminée, mais la NBA, ça s'arrête jamais. Après la saison NBA, c'est la draft NBA. Et aujourd'hui, on est ravis de recevoir une invitée pour qui vraiment ça s'arrête jamais, parce que quand un sport s'arrête, il y en a Jamais, un autre qui enchaîne derrière. Marie jamais. Patrux, que vous connaissez forcément, NBA Extra, Bein, on ne te présente plus. Marie, on est ravis de t'avoir avec nous. Comment vas-tu? Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Ça va très bien. Merci. Prête à partir à Wimbledon pour les 15 jours de Grand Chelem, le plus beau tournoi du Grand Chelem sur les antennes de Bein. Vous avez vu, je fais comme la bande-annonce. C'est parfait. On voit les professionnels par rapport, Vous avez la vu ça? professionnelle par rapport aux deux amateurs surtout. C'est ça, on a l'impression qu'il y a la pub qui va arriver tout de Et suite et voilà, qu'on se c'est retrouve ça. dans Ouais. quelques minutes. Ouais, ouais, bah, et bah, c'est justement, c'était le but, c'est que pour une fois, Marie, tu sois de l'autre côté, que ce soit à toi qu'on pose des questions et que ce soit, toi pas soit pas toujours toi qui lance les sujets et qui lance les commentaires à faire. On sait donc que on s'insère entre deux compétitions, sachant qu'il y en a une qui vient de s'achever et qui vous a tenu sur les antennes de Bein justement tout au long de l'année. Bah, la première question, elle est toute simple, parce que Théo, nous, on ne s'est pas parlé depuis que la finale NBA s'est achevée cette semaine. Bah, quel est ton sentiment sur avant de parler de la saison en général, sur ce Game 7 qui a, bon, allez, un petit peu tristoun, on va dire. C'est pas le même qu'en 2016, c'est C'est sûr. pas forcément pas Pas le du même. tout le même, c'est pas du tout la même chose. Malheureusement, la blessure de Tyrese Haliburton, je pense, a vraiment fait basculer le match du côté d'OKC, qui restait favori quoi qu'il arrive. Finalement, la logique est respectée. C'est terrible parce qu'on est presque déçu que la logique soit respectée, alors que finalement, que OKC soit champion, c'est une formidable histoire. C'est finalement que des bonnes choses pour la NBA de voir une équipe en reconstruction avec des jeunes qui réussissent à gagner par rapport à des super teams. Ça devrait nous satisfaire pleinement parce qu'on a vécu eh bien, comment dire, l'agrandissement de cette équipe, quoi, la maturité de cette équipe. Et puis finalement, on a un petit pincement au cœur pour les Pacers, cette équipe de foutarés qui aurait pu totalement mettre de l'électricité comme ils l'ont fait au cours des playoffs. Finalement, c'est l'équipe qui nous a tenus en haleine pendant tous les playoffs. Bah, ils perdent comme ça. Alors que moi, j'avais imaginé un buzzer beater de Tyrese Haliburton à OKC dans un match 7. Bah là, vraiment, on serait comme des fous encore. Mais je suis très contente que OKC ait gagné. Je pense que c'est mérité. Je pense que c'est bien aussi que la logique soit respectée, que quand le travail est bien fait, la rigueur a payé. Et je pense que c'est bien quand même que ce soit mis en valeur en NBA aujourd'hui. Ouais, quand on voit le jeu des Pacers, on sait que tu as beaucoup aimé le jeu des Warriors avec Stephen Curry, mais au-delà de Stephen Curry, j'imagine que c'était tout le jeu aussi de Golden State très, très poussé vers l'avant avec beaucoup de mouvements de ballon. J'imagine que les Pacers, ça a dû te plaire aussi, non? Bah, moi, ce que je trouve formidable, c'est d'avoir réussi à trouver un facteur X différent quasiment à chaque match. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de Tyrese Haliburton pour ses actions décisives de fin de match, mais un TJ McConnell, il a vécu des choses complètement dingues et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça bien que Bénédicte Mathurin, qui vivait ses premiers playoffs, réussisse aussi à faire une perf, mais on a vu aussi très vite ses limites. Je trouve que cette équipe des Pacers, moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment le travail du coach. Je trouve que c'est l'équipe dans laquelle on voit, quand il y a un ajustement de fait, on voit tout de suite la différence. Et je pense qu'il faut saluer le travail de Rick Carlisle avec ces joueurs-là parce qu'en effet, il a toujours réussi à rendre meilleure cette équipe qui est moins talentueuse, on peut le dire, que celle de Casey. Je crois que j'ai rarement été aussi peu supporter, c'est-à-dire dans le sens où peu m'importait le vainqueur, mais j'ai rarement été aussi triste et dégoûté d'une fin de finale. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, tu sais, que c'est mon équipe favorite qui a perdu. Tu sais, je suis un peu bleu depuis quelques jours.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est cette fin gâchée. Alors en plus, Ouais, c'est terrible de dire fin gâchée. alors ouais, Qui a fin gagné gâchée. Alors là, Si les Warriors avaient gagné en 2016, on aurait dit fin gâchée. Je sais pas. je sais pas, mais ça aurait été possible. C'est-à-dire que bon, nous, c'est très français d'être à fond pour l'outsider en permanence. Ah Ça, oui, je ça a crois toujours aussi, été hein. notre cas. Mais cette image de blessure, au-delà de la douleur physique qui pouvait être le cas, bon alors c'est pas la faute des antennes de beIN, mais c'est la réalisation américaine qui a remontré l'image mais 700 fois Euh, de, de, Et nous aussi. de ce mollet qui... Ah ouais, de ce mollet qui remonte. Bon, c'était terrible de voir la détresse d'Haliburton qui, au-delà de se rendre compte des conséquences du truc, que pendant un an, il n'allait pas jouer, etc., c'est sa déception, la déception du public, il n'y a plus de bruit. On avait l'impression que presque ils s'excusaient d'avoir gagné. Ce vestiaire où ils n'arrivaient pas à ouvrir une bouteille de champagne, ils en ont laissé les trois quarts. C'était d'une tristesse, même les tenues de, tu sais, la casquette de champion, c'était sombre. On avait l'impression que c'était bon, bah, on a gagné, merci beaucoup, on va faire une parade demain. Alors heureusement que le lendemain, on a des images de Shea qui se régale, qui nous a fait des images très sympas. Mais ça semblait très. Alors qu'en plus, c'est des jeunes. Je pensais qu'ils allaient retourner, moi, toute la salle. Et à la limite, il fallait changer de salle le lendemain tellement ils allaient tout péter, quoi. Et c'était très. Alors peut-être justement dans la retenue par rapport à ce qui s'est passé. Mais j'étais. En plus, l'histoire était belle. On les avait vus à Paris, ces Pacers. J'en veux à Rick Carlisle de ne pas avoir envoyé un message à Obi Toppin pour lui donner l'heure du match. Parce que Obi Toppin, du coup, n'est pas venu. Ça a été. Miles Turner, lui, n'est pas venu en finale, malheureusement. Pas venu vraiment non plus. Ils sont partis trop tôt. Non, mais voilà, c'est un sentiment en effet d'inachevé, alors qu'on devrait, et Marie a super raison, on devrait être trop content, mais c'est marrant de faire le parallèle avec 2016, parce que 2016, on aurait dû être à fond tous derrière les Warriors, parce que c'était la plus belle saison de l'histoire, parce qu'on avait un MVP unanime, parce que c'était juste fou. Et que finalement, bah, on a fait oh merde, et puis en même temps, il y a aussi ce qui s'était passé parce on avait vécu l'histoire, mais là, on aurait vécu. Là, je pense que ça aurait été historique à bien des écarts aussi, et je pense que ça aurait été un champion dont on se serait rappelé pendant des dizaines d'années. Ce qui sera... Alors que je pense que peut-être que dans 15 ans, on dira alors 2025, c'était qui champion en Ah, mais c'est 2025? Tu vois peut-être ce que le je veux début dire? de C'est la un peu dynastie. bizarre ce sentiment. C'est le début de la dynastie Espérons. de Casey, hein. Est-ce qu'on a un champion différent sur les 7 dernières années? Il est temps aussi que ça se stabilise. Le championnat a besoin aussi de récurrence. Je pense c'est bien de changer, mais il faut qu'on ait des rivalités maintenant qui se créent véritablement. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe qu'on répétait depuis 7 ans, hein, c'est ça, c'est le septième de suite, je crois, où ça change. Ce que j'ai bien aimé, moi j'ai adoré ces finales, personnellement, effectivement déçu, alors pas du résultat, mais déçu de se dire qu'on n'a pas pu voir le match jusqu'au bout, en fait. Voilà. Même si le résultat avait été le même, on aurait tous voulu voir Tyrese Haliburton pouvoir défendre ses chances. Ce qui était sympa avec ces deux équipes, c'est qu'on avait le sentiment que c'était quand même deux vraies équipes, des groupes soudés. On n'a pas toujours cette impression-là avec des équipes NBA. Toi, Marie, qui a longtemps joué au basket, est-ce que tu as ressenti un petit peu ce côté cohésion qui va au-delà de simplement passer 48 minutes ensemble les jours de match? Ouais, je trouve, vraiment. Et puis, il n'y en a aucun qui a tiré la couverture sur lui. Tout le monde parlait tout le temps du groupe, c'est pour le groupe. Enfin, Shai Gilgeous-Alexander est quand même l'illustration parfaite de ce genre de discours. Le gars, il voudrait pas être une star, mais ça va être une star quand même, quoi. Voilà, il y a un moment donné, il va devoir passer ce cap-là et même peut-être se mettre plus en avant. Mais moi, je trouve que ce qu'on a ressenti, c'est la jeunesse de ces équipes. On a eu vraiment le sentiment que c'était des gens qui apprenaient à vivre ce moment-là. Et ça nous a rappelé à quel point c'était difficile. C'est ça, moi, que j'ai bien aimé. C'est le côté, ok, si des fois, c'est une machine, mais pas tant que ça. C'est une machine avec des sentiments. Donc, c'est quand même assez plaisant de voir que des jeunes aussi ont été rattrapés par l'événement, alors qu'on dit tout le temps, ah, mais les gars sont surpréparés, c'est des Formule 1 et tout ça. Bah non. Finalement, on a vu cette fragilité qu'il pouvait y avoir dans cette équipe. La fragilité des Pacers, bien entendu, qui eux avaient pas connu non plus des finales NBA. Donc, moi, je trouve que c'était presque plus à notre portée
on pouvait presque s'identifier à eux par rapport aux sentiments qu'ils C'est ça. ressentaient. Bien sûr qu'on n'a pas joué de finale NBA ou de finale de championnat de France. Moi, j'ai joué des finales de championnat de France, mais poule B, donc c'était pas la poule de l'élite, mais la poule d'en bas. Mais on retrouvait un peu ce truc de découverte du moment, de chaque détail est important. Bah, c'est un peu bateau comme phrase, mais je trouve que sur ces finales-là, bah, nous, on a pu la comprendre. Enfin, tous les gens qui ont pratiqué un peu de sport dans leur vie, même Ouais. un petit match le dimanche, eh ben, ont pu ressentir ce moment-là. Et je trouve que ça redonne un peu d'humanité à la NBA. C'était un peu moins NBA Touquet pour une fois. Ouais, Mais c'est vrai, Théo, et c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, hein. C'était vraiment pas une finale pour les fans de basket, mais c'était une finale pour les basketteurs. Et moi, je me Ouais, suis régalé dans le sens où, en effet, pour les. Alors, il y a les fans et les amateurs de basket, c'est difficile à faire la différence entre les deux, mais sans parler des baskettics ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le fan de NBA qui va être qui va suivre NBA Extra tous les jours, etc., il aime le storytelling, ce que vous faites super bien à chaque fois de raconter. La NBA comme si c'était un des mangas qu'on voit derrière toi, Marie, en 82 épisodes, plus les bonus. Mais, euh, mais du coup, pour les basketteurs et ceux qui ont joué ou ceux qui savent un petit peu ou qui regardent depuis peut-être encore plus longtemps, euh, pour moi, c'était la finale, presque la finale rêvée, tu vois. Même si tu te dis que tu aurais aimé voir, bah, peut-être pourquoi pas. Ouais, j'aurais peut-être aimé voir encore plus Minnesota parce que ça aurait été marrant de voir Rudy. Mais voilà. Mais pour revenir à Tyrese Haliburton, je disais tout à l'heure, il fait un début de match de cochon pendu et ça a été ah c'est ça ouais. le truc le plus chiant. Les Là, deux minutes oh, d'Haliburton c'est déjà, terrible. c'était fou. L'histoire pour lui, elle est terrible. Il fait taire tout le monde. Il fait des playoffs de malade. Il fait des finales pas ouf, mais pas trop mal. Il démarre le match 7, tambour battant. Et bah, c'est Kevin Durant un peu, hein. Kevin Durant Ouais, ouais, ouais. 2019, me semble-t-il. ouais, ouais, 2000. Ah, voilà, Sauf bah, qu'en moi en je l'ai 2019, on n'avait pas dit, ouais. Ouais, mais on n'avait pas dit à KD en 2019, c'était le joueur le plus surcoté de la ligue. Non, Donc mais c'est vrai bon, qu'il y avait c'est ce quand même côté quelqu'un de revanche très. en plus. Mais quel bonhomme, quoi. Là, je pense que le Ah, respect, il l'a pour. Il peut revenir en 2028, même s'il a des problèmes, même s'il ne redevient pas ce qu'il était, il restera, je pense réellement, hein, une, euh, une figure un peu comme, tu vois, les Brandon Roy ou des personnes comme ça bien, qui ouais. resteront légendaires dans l'histoire de la NBA. Ouais. Ça, c'est certain. Tu faisais le parallèle, Marie, aussi avec ce qu'on peut connaître, même parfois dans du sport amateur. J'ai l'impression que pour ces deux équipes, et je suis curieux de savoir pour toi, parce que tu dis, voilà, as disputé tu as été jusqu'à disputer des finales de championnat de France. J'ai l'impression que quand on a fait partie de saisons un peu hors normes, anormales, soit qu'on va chercher un titre ou une montée ou quelque chose comme ça, il y a des liens vraiment particuliers qui se créent Oui, avec des coéquipiers ou des coéquipières. Un truc où on peut se retrouver 25 ans plus tard et il y a toujours ce lien. Est-ce que toi, tu as connu ça? oui, oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Ce truc-là, très spécial, lie les gens à vie. Parce que finalement, tu te déplaces, tu vas vivre des matchs super compliqués. Toi aussi, tu grandis parce que donc je pense que des expériences comme ça te fait grandir, ça te fait mûrir, etc. Donc, tu as partagé ça avec ces gens-là. Donc, tu ne peux pas être que coéquipier. Je pense au Paris Basket, là, ce qu'ils ont vécu cette année. Quand on voit TJ Short Bah qui oui. pleure parce qu'il part, alors que ça pourrait être un Américain sans sentiment, je pense que ça montre un peu ce que cette équipe a vécu ensemble. C'est comme quand on a créé Bean, ceux qui étaient là à la création de Bean il y a 13 ans maintenant. Et ben on a ce truc de spécial. On a fait notre koh ensemble, quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu pareil pour, tu vois, je pense que pour Caruso, ce deuxième titre aura peut-être une signification différente que celui qu'il a gagné avec les Lakers, dans le sens où justement c'est un groupe qui a gagné. Bon après, le titre de 2020 c'est très particulier, mais je pense que en plus ces gens ont gagné une identité dans ces finales. Donc ouais, finalement, quand on vit des trucs très forts, c'est normal qu'on ait des liens à vie derrière.
Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que tu dis, c'était valable pour les deux équipes. C'est-à-dire, on sentait que les deux équipes vivaient exactement la même chose. Le discours était valable pour les deux, tu vois. On les avait vus à Paris, les Pacers, et on sentait qu'on voyait qu'ils s'entendaient merveilleusement bien et qu'ils étaient très, très proches. Mais justement, toi, tu parlais de cohésion d'équipe et tout. Tu as dit le mot be-in et j'avais envie de te poser la question. Comment elle démarre l'aventure Marie Patrick chez Bein et cette arrivée et cet enracinement maintenant de NBA Extra qui est un rendez-vous incontournable. Et justement, on sent une cohésion d'équipe où chaque personne est présente les uns les autres, quoi. Les uns pour les autres, en tout cas. Ouais, pour l'émission, enfin pour NBA Extra, pour la NBA sur Bein. Ça, c'est vraiment une volonté du groupe, enfin, du service, de nous tous. C'est que la NBA est une identité très forte sur Bein et on est un peu gardien du temple, quoi. C'est-à-dire, on fait très attention à ce qui est fait, on se dit les choses assez facilement et on a une exigence très élevée les uns envers les autres. En tout cas, dans notre travail. Et je pense que ça, quand on est sur une quotidienne où il y a des moments, on est vers le 3 février, le All-Star Game arrive, on est au bout du rouleau. Et ben, c'est important de garder un petit peu cette exigence parce qu'on pourrait très vite partir en cacahuète, surtout avec des mecs comme les gars qui sont là, qui ont envie de rigoler et tout. Bah non, il faut quand même qu'on propose une émission parfaite tous les jours. Moi, je pense que je suis ultra chiante pour eux, mais je reste persuadée que ce cadre que j'impose est essentiel à la durée de vie de l'émission et à la vie de l'émission. Rémi est aussi hyper carré. Enfin, nous, on est tous les deux un peu les parents. Tu vois, les casse ambiance, quoi. Ah ben non, on peut pas faire ça. Ah ben non, on peut pas faire ça. Enfin, voilà. Mais je pense que je dis toujours, mais attends, il y a des mecs qui nous regardent au bureau, c'est leur pause. On va pas gâcher leur pause parce qu'on a mal fait notre travail, parce qu'on est fatigué. Enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est des réflexions qu'on a tous les jours, parce qu'on est là tous les jours, et surtout dans les moments un peu plus creux de la saison, bah là, il faut quand même toujours être aussi souriant et parfait. Et l'aventure Bein, c'est Charles Bietri, évidemment, avec qui je travaille à l'équipe, qui m'a appelé un jour en disant on va créer une chaîne avec Nasser El Khelaifi à l'époque, qui est remplacé par Youssef aujourd'hui. Et il m'a fait signer mon contrat dans un parking à minuit dans sa classe A. J'ai signé un papier. Ma fille en 2012, elle a 3 ans. J'avais un CDI, pourquoi partir d'une grosse boîte comme l'équipe? Mais cette personne a un pouvoir magique qui fait que tu te dis, oui, ça va marcher. Bah oui, j'y crois. On avait un match de Ligue 1 à l'époque, hein. Donc pas grand-chose à mettre en grille, hein. Parce que le match de Ligue 1, c'est un jour. Et nous, il fallait mettre des programmes tous les jours. Et donc, j'ai signé mon contrat. Je me suis retrouvée dans un bureau. Vous savez, c'est les bureaux qu'on loue sur les Champs-Élysées avec Florent Ouzo et Renan Frey, qui depuis n'est plus journaliste. Et on était là, et Charles disait, alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans la grille? Il y a Nasser qui passe ce soir, il faut lui faire une présentation. Ouais. Voilà, que des coups de pression comme ça. Moi, j'ai signé en février 2012. La chaîne existait en juin 2012. Donc, quand on dit qu'au début, on est 3 dans un bureau, on est véritablement, enfin même 4 dans un bureau. Et au fur et à mesure, ça, c'était marrant. La pièce s'est agrandie. On a loué d'autres pièces dans l'immeuble pour que finalement, quasiment toute la rédaction soit là et que on a visité les bureaux de Bein à Boulogne. Il n'y avait rien. On a le casque de chantier et tout ça. Ah oui, d'accord. Et on est genre le 5 mai. Et on dit, mais attendez, là, dans 3 semaines, on est à l'antenne. Ouais, on a acheté l'Euro de foot et on a les Jeux Olympiques. Je dis, ouais, pas de problème. Je pense que nous, on était beaucoup plus stressés que eux, qui n'ont jamais montré la moindre inquiétude par rapport aux moyens qu'on aura, quoi. Ça va marcher, ouais, ça va marcher. Et le jour où on ouvre la chaîne, on est au Trocadéro avec Darren Tulette, on ne sait pas si ça va marcher. On n'a jamais fait de répétition, on n'a rien. C'est la première fois qu'on est tous les deux en plateau. On avait prévu un truc, bien sûr qu'on avait tout préparé entre journalistes et tout ça. Et là, on nous dit, 10 minutes avant, Nasser veut parler.
ouais, Ah, vous Nasser avez veut dû tout parler, changer. mais comment on fait? On a dû tout changer, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais il va parler en anglais, mais il faut qu'on le traduise. Enfin, sauf que nous, on est déjà, on n'est pas non plus hyper serein. Et en plus, il y a le super chef qui débarque et qui veut parler à l'antenne, quoi. Donc, ça nous a rajouté. En fait, finalement, ça nous a mis le nez dedans tout de suite. Et avec Darren, on s'est dit, OK, Ah bon, oui, c'est pas mal. on y va, faut y aller tout droit, parce que sinon, on ne pourra pas tout contrôler. En fait, c'est ça, Bill. Tu ne peux pas tout contrôler, tu dois t'adapter en permanence. Et je pense que cette rédaction, elle a cette force-là, c'est qu'on a tout connu avec cette chaîne et qu'on peut s'adapter au moindre truc, finalement. Aujourd'hui. Et du coup, les gens qui sont là depuis le début, on sait. Enfin, voilà. Tu sais, les gens qui se regardent et genre, ouais, je sais. Ouais, je sais, c'est dur, mais on va réussir. Et finalement, c'est vrai. Il y a peut-être eu des petits couacs techniques, mais il n'y a pas eu de grosses catastrophes à l'antenne de beIN au début. Ni jamais, finalement. Juste Théo, pour recontextualiser, Nasser El Khelaifi, tu vois qui c'est quand même? C'est le Oui, je président vois. du. Paris, Tu sais pas du c'est tout. l'homme le plus heureux du monde depuis le 25 mai Du dernier. PSG, j'y allais. PSG, j'ai bon. Ok. Ouais, c'est le président du PSG et Darren Tulette qui était la voix du foot anglais sur Canal+. Je crois que même oui, à Ouais, il vaut l'époque très de, bien. de Thierry Gilardi. Je- Voilà. Non, non. Alors Théo, juste pour, je suis même pas sûr qu'il sache qui est la personne en haut à droite sur ton poster, Marie. Il est loin, là, j'arrive pas à voir. Ouais, J'ai une mauvaise vue, moi. Tu vas là? ouais, c'est pas sûr qu'il sache là. C'est pas sûr Bon, qu'il sache. Donc, mais c'est pas grave. C'est pour ça que c'est notre, C'est pour ça que je pose boss à pas de tous. questions sur le foot. Mais Mais moi, la question que j'avais envie de poser, parce que donc tu as démarré, je ne savais pas du tout que tu avais démarré, tu étais de la première heure sur beIN, Marie. Euh, la présentation d'NBA Extra et par rapport à ta connaissance du basket maintenant, est-ce que ça te donne envie peut-être de commenter un petit peu plus plutôt que de lancer les commentaires? Parce qu'on voit que le commentaire, dans NBA Extra, tu débriefes les matchs, c'est absolument chirurgical et parfait, mais est-ce que le direct comme ça, c'est quelque chose de manière récurrente qui t'intéresserait? Alors, j'ai commenté l'Euro féminin il y a 2 ans, l'équipe de France. On était en Lituania, en Je parlais pour Ljubljana. la NBA, hein, voilà, c'est pour ça Ouais, que je ouais, disais. ouais. Voilà. Non, mais après, oui, ça m'intéresse, mais j'ai déjà, bien sûr que ça m'intéresse. Mais il y a des moments où moi, je traite beaucoup de choses dans une année. Déjà, je suis sur une quotidienne, donc je ne vais pas vous mentir. Mm. Travailler sur une quotidienne d'événements qui se passent la nuit, c'est assez fatigant quand on est mère de famille. Ce n'est pas ma chambre, mais la chambre de mon fils. J'ai 2 enfants. Je m'investis énormément dans cette émission. Donc, voilà, je fais du handball, les équipes de France de handball en décembre, en janvier. Je pars à Wimbledon sur le tennis. Je fais déjà beaucoup de choses. Me rajouter un nouveau défi. J'ai eu un cancer du sein aussi, donc il y a eu des moments où il fallait un peu recentrer les choses. Je le ferai bien, mais je veux me sentir suffisamment à l'aise. Je veux pas qu'on fasse vas-y, on essaye. D'accord. Et je crois qu'au bout d'un moment, tu vois, c'est pas qu'on a envie de confort, mais j'ai envie de profiter aussi de bien maîtriser les exercices dans lesquels je travaille. J'ai pas envie de repartir à zéro tous les ans, quoi, en fait. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai envie aussi de me poser, d'avoir genre le cruise control, quoi. Tu vois, je te dis pas ça, que ça va me plaire pendant 1 ou 2 ans, mais avec toutes les épreuves que j'ai traversées ces dernières années, j'avoue que j'aime bien avoir mon petit rythme tranquille. Tranquille, sachant qu'effectivement tout est relatif, hein, parce que moi, Voilà, ouais. Oui, on c'est se rend ça. bien compte de ce que ça représente comme somme de boulot déjà au quotidien. Et c'était une des questions que j'allais te poser, parce que toi, t'es pas, nous, on te connaît et on se parle principalement à cause du basket, mais tu as fait allusion, tu traites pas que le basket, il y a le handball, il y a le tennis. Et toi, grosso modo, en fait, sur une année, comment est-ce que tu fais est-ce que tu arrives à tout suivre de manière aussi intense tout au long de l'année, ou est-ce qu'il y a des moments où tu te refais des focus et pour te remettre la tête dans tel championnat ou dans telle compétition? Comment ça fonctionne pour toi? Alors, bon, la NBA, je peux pas lâcher. La NBA, je peux pas lâcher. Tu lâches la NBA, c'est pas les feux de l'amour, quoi. Il se passe quand même plus de trucs dans une nuit d'NBA que dans un épisode des feux de l'amour. Même si la NBA est un feuilleton,
Si tu lâches une semaine, bah Doncic, il a changé d'équipe. What? Non mais tu vois, c'est arrivé en plus, je crois que j'étais au handball. J'étais au handball en janvier. J'étais en Suède ou en Norvège, je sais plus. Bah, t'imagines si j'avais pas suivi, je serais rentrée. J'aurais fait, mais comment ça? Enfin, voilà. T'as une obligation. Après, c'est notre métier aussi, hein, de suivre quand même le sport, hein. Oui, bien sûr. Si on fait pas ça même dans nos temps libres, c'est pas possible, quoi. Enfin, faut qu'on fasse autre chose. Le handball, je suis plus les choses, les joueurs de l'équipe de France. Je vais pas te suivre tout le championnat. Il y aurait trop de choses à gérer. C'est pas possible. Mais les internationaux, je les suis. Le tennis, je suis parce que j'aime vraiment ça. Mon mari travaille sur le tennis, donc bon, j'en bouffe quand même pas mal. Et comme je travaille aussi sur le tournoi de Roland-Garros, j'ai quand même une obligation aussi de bien connaître. Mais ça, c'est vraiment pas un. Je ne considère pas ça comme du travail. Si tu veux, moi, je suis ça vraiment parce que j'ai envie de regarder la finale de Roland-Garros, quoi. C'est un kiff pour moi de regarder ça. Donc, pour certains, c'est du travail. Pour moi, non, c'est finalement mon loisir correspond un peu à ce que je fais tous les jours. Ouais, non, je te posais la question parce que moi, ne serait-ce que rien que sur le basket, plus jeune, je suivais de manière aussi attentive la NBA, l'Euroleague, le championnat de France, même parfois un petit peu ce qui se passait dans d'autres championnats européens, notamment l'Espagne. Et au bout d'un moment, avec le travail, la vie de famille, il y a un nombre quand même réduit d'heures dans la journée. J'ai longtemps suivi le rugby aussi. Et il y a un moment, en fait, j'arrivais plus à tout suivre de la même manière. Donc, je suis obligé parfois, par exemple pour le basket européen, de me refocaliser au moment des playoffs d'Euroleague ou de choses comme ça, à regret, mais parce que voilà, par manque de temps, tout simplement. C'est ça, faut faire un choix à un moment donné. Je vais pas suivre la Ligue 1 à fond, quoi. Je vais suivre la Ligue des Champions parce que mon fils est fan du Paris Saint-Germain, que j'aime le Paris Saint-Germain aussi et que j'ai envie de voir. Mais par exemple, la Ligue Europa, je vais pas suivre. Enfin, il y a des choix à faire. C'est quand même pas l'horreur de suivre ça, quoi. Non, bien sûr, on est d'accord. Moi, tout à l'heure, j'ai été un peu médisant en disant que on allait s'ennuyer parce que la saison NBA était terminée. Il y a plein de compétitions à venir, mais il y en a une qui nous tient à cœur, surtout quand on en parle dans Rivers, Shai on parle tous les matins dans les CQFR, c'est la saison de WNBA. Et moi, Marie, je voulais avoir ton avis un petit peu sur l'explosion enfin du basket féminin aux yeux du grand public. Attention, je dis pas qu'il n'existait pas, bien évidemment, mais aux yeux du grand public, grâce à déjà la WNBA et l'effet Caitlin Clark, en tout cas l'année dernière, et surtout le merveilleux parcours de l'équipe de France féminine lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. J'imagine que pour toi, ça a dû être du petit lait et qu'encore aujourd'hui, tous les matins, tu dois faire... Je me régale, en effet, mais finalement, quand on se donne les moyens d'exposer un sport, Exactement. le sport est exposé. Enfin, je vais dire, il n'y a pas de secret non plus là-dedans. C'est pas parce que Caitlin Clark est arrivée que soudainement la NBA, la WNBA C'est ce que je te dis. Voilà. Les Américains se sont donné les moyens d'exposer la WNBA et de vouloir la faire grandir. Parce que bon, au début, c'était quand même un peu poussiéreux leur histoire. Mais moi, ce qui me fait surtout bien sourire, c'est qu'on a donné les moyens et que ça marche. Donc, il y a quand même un lien de cause à effet à un moment donné. C'est pas seulement. Je ne pense pas que ce soit temporaire. Je pense qu'ils appliquent la formule qu'ils ont utilisée pour les garçons aux filles et que ça fonctionne très bien. Je pense qu'ils, surtout, en plus de créer plus de storytelling, ce qui est important, on met en valeur les qualités des joueuses et que ces filles ont des vraies qualités. C'est quand même des avions de chasse, quoi, les meufs. Je pense que moi, je suis allée voir un match de WNBA au Barclays Center à Brooklyn. Je suis allée voir les Liberty et c'était contre Atlanta, qui était une bonne équipe à cette époque. Enfin, c'était pas l'année dernière, mais il y a 2-3 ans. Mais j'ai jamais vu des meufs jouer aussi rapidement. C'est un truc de fou. Quand on voit déjà les garçons à Paris, on se dit, mais c'est des lévriers, quoi, en fait, les joueurs NBA. Ils arrivent à tout faire très vite. Mais les filles, c'est pareil, en fait. C'est le niveau de jeu et de technique.
C'est-à-dire que Mm, techniquement, moi, je suis hyper impressionnée par certaines filles, enfin, en tout cas, par la majorité en plus des filles, parce que si t'es pas bonne techniquement, tu peux pas suivre le rythme imposé. Donc, moi, je pense que c'est un championnat de très grande qualité qui mérite d'être exposé et ils ont bien compris en le faisant. Malheureusement, à nos dépens, nous, Européens, équipe de France et compagnie. Ouais, ouais, mais je te rejoins complètement sur les moyens. En fait, ce qui a été déclencheur, c'est que finalement, même Caitlin Clark, c'est aussi, pour le coup, les réseaux sociaux, pardon, ont beaucoup de défauts, mais là, ça, en fait, elle est devenue virale et finalement, j'ai l'impression que les filles, on peut dire maintenant, bah oui, ils ont mis les moyens, mais avant même qu'ils mettent les moyens, c'est parce que les gens y ont trouvé de l'intérêt, ont commencé à partager les choses et que ça a commencé à prendre de l'ampleur, que finalement, les décideurs se sont dit, bah finalement, il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais tu as tout à fait raison. Si ça avait été, s'il y avait eu la même mise en avant depuis des années, des filles extraordinaires, enfin, Shai le répète régulièrement, il y en a eu des tonnes avant Caitlin Clark. Elle est incroyable, mais il y a eu d'autres filles incroyables Et avant. oui, franchement, on a vu des trucs monstrueux bien bien avant sûr. Caitlin Clark. Elle est en plus, en fait, elle match tous les points pour être mise en avant. Elle est exceptionnelle en tant que joueuse, mais en termes aussi, c'est pas un Golgoth physique. Enfin, c'est un peu Steph Curry, quoi. Hein. Ouais. On peut s'identifier à elle. La meuf, elle a bossé comme une malade. On la voit quand elle se filme, quand elle travaille avant la saison, etc. Du coup, bah, on peut se dire, bah, moi, si je fais ça, bah, je peux réussir. C'est parfait pour les filles qui jouent au basket de se dire, mais attends, cette fille-là Bien sûr. réussit, pourquoi pas moi? Et c'est bien plus efficace de mettre ce genre de profil en avant que des profils de je fais 2 m 10, pardon Wemby, mais tu vois, je suis grand, bah ouais, je fais du basket et je suis fort. Bah ouais, mais on sait, enfin LeBron James, quoi, tu vois. Je trouve que on s'identifie beaucoup plus à elle et que du coup on se dit c'est possible, bah du coup on a envie de regarder, bah du coup on se dit qu'elles sont fortes. Enfin, puis il y a une professionnalisation. On aime le sport professionnel. Nous, on veut voir des choses professionnelles avec des salles pleines, avec des belles salles, des belles tenues, des trucs efficaces. On en a marre de voir là l'euro, c'est à moitié vide, c'est cata. Ouais. Moi, quand Ah j'ai ouais, fait l'euro en terrible. Lituanie, c'était à pleurer, quoi. Il y avait 10 personnes dans les salles, écoute tout. Mais que fait la FIBA en fait? Parce que le basket Mm. féminin européen, il y a quand même des pépites vivantes, elles vont toutes en WNBA. Si le championnat WNBA fonctionne aussi, c'est parce que il y a des filles européennes qui sont super fortes. Et nous, quand il s'agit d'avoir notre championnat, on n'est même pas capable d'offrir un écrin parfait à ces filles-là. Le handball, pour ça, est bien meilleur. Et pourtant, il y aurait Mm. des choses à dire. Mm. Mais le handball, je ne vois pas de salle vide quand je vais sur une compétition internationale comme j'ai vu en Slovénie il y a 2 ans. C'est pas possible. Mm. Ou là, j'espère qu'en Grèce, ce sera un peu plus plein là, pour les demi, parce que les affiches des demi, c'est quand même nickel. Enfin, c'est total régal, là, ce qu'on va voir tout à 16h20, France-Espagne. Qui n'a pas envie de voir un France-Espagne? Mais tu as envie de voir ça dans la folie d'une salle, dans tout. On dirait qu'on est encore au comité départemental du je ne sais où et que c'est l'interzone du coin, quoi. C'est insupportable, moi, je trouve, pour les filles. Ouais, et puis la déception, elle est d'autant plus forte quand on a vu ce que ça a donné à Paris, quoi. À Paris l'été dernier, où Et c'était ouais, juste fou l'ambiance qu'il y avait. Donc c'est ça, ben, comme quoi, c'est l'engouement, il est possible. là. Je veux dire, on n'invente pas Bien sûr. des situations. Les situations existent. Les gens, ils sont pas venus voir du basket féminin. Ok, c'était les jeux, mais je veux dire, les gens enfin, on est allé voir plein de sports différents. Je suis allée voir du skateboard. Tu vois, j'ai pas un attrait particulier pour ça, mais moi je me suis éclatée à découvrir des gens qui réalisent leur sport au meilleur niveau. Mais c'est un pied ultime. Là, on vend ça comme le tournoi de campagne de fin de saison, quoi. Ouais, bah espérons que ça bouge, mais c'est vrai que ce qui se passe avec la WNBA, c'est vraiment hyper intéressant, parce que c'est une question que je voulais te poser. Marie, je vois, j'ai une fille de 17 ans qui s'est passionnée de basket récemment, et elle a une icône, c'est Paige Bakers, elle adore cette joueuse, ça l'a vraiment influencée sur le fait, voilà, c'est une image, une icône. Nous, les garçons, entre guillemets, avec la NBA ou avec même le très haut niveau européen, on avait des repères aussi, on voulait être comme Jordan, comme Iverson, etc. Finalement, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un tel déficit d'image
chez les filles. Et je sais pas si toi, par exemple, quand tu étais jeune basketteuse, est-ce que tu regardais des matchs de championnat de France ou d'Europe en disant j'aimerais jouer comme Cathy Melin, j'aimerais jouer comme Et oui, celle-ci, ou est-ce que tu évidemment, avais... je voulais être aussi forte que Cathy Melin. Mais on les voyait pas, tu vois, il pouvait pas y avoir... Il fallait déjà jouer au basket pour se passionner pour une basketteuse, alors que là, aujourd'hui, il y a même... Enfin, je reste sur l'exemple de ma fille, qui a une copine qui s'est mise au basket à cause de Caitlin Clark. Elle jouait pas au basket, sont pas d'une famille de basketteurs du tout. Ça l'a attirée vers ce sport, quoi. Est-ce que tu penses que cet effet d'entraînement, il est sur le point de fonctionner à Ouais, plein régime? je pense. Je pense parce que elle dégage aussi autre chose que sur le basket, quoi. C'est aussi une manière de vivre, une manière d'être, une manière d'aborder les difficultés. Être Caitlin Clark aujourd'hui, c'est horrible. Elle se Ah fait oui, ça c'est sûr. défoncer la gueule en Oui, oui, c'est permanence. clair. Enfin, moi, je pense que c'est pas marrant d'être. Tout le monde la déteste. Enfin, donc, je pense que pour les jeunes filles, ados, c'est hyper intéressant, ouais. Moi, c'est vrai que quand j'étais petite, je pouvais regarder que l'Euro féminin, enfin les équipes de France, quoi. Mm. On voyait Bourges des fois qui apparaissait quelque part. Mais moi, j'étais fan de Cathy Melin. C'était un modèle. Sandra Le Dréan aussi. Ouais. Ah là, j'adorais ces filles. Enfin, c'est vraiment ma génération. Et puis, c'est des filles qui ont été championnes d'Europe. Mais c'est vrai que c'est dur de ressortir des stars. À part Yannick Souvray, que tout le monde connaît. Le basket féminin a manqué d'incarnation. Mais aujourd'hui, pareil. C'est dommage. Enfin, Marine Johannes a fait un bien fou, je pense, par rapport à ce qu'elle représente et à ce qu'elle incarne. Il faut des têtes d'affiche dans des équipes pour vendre des équipes, pour vendre des trucs, pour vendre des... Il faut des personnages dans ton histoire. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais. On est bien d'accord sur un point, c'est que la WNBA existait avant, des légendes, il y en avait plein avant, et il a suffi d'une étincelle. C'est comme Théo, quand nous, on a peut-être découvert la NBA en 91, ou beaucoup peut-être avec la Dream Team, et qui se sont rendus compte, ah ben tiens, il est pas mauvais, le Tim Hardaway, là, c'est qui ce mec-là finalement? Tu vois, tu découvres qu'il n'y a pas que les 12 de la Dream Team, et les gens s'intéressent et vont chercher derrière. Moi, j'avais été surpris Et à les Paris de garçons voir. s'intéressent à la WNBA aussi. Ouais. Pardon. C'est ça, j'avais été surpris de voir les gens qui voyaient Cameron Brings à Bercy, ou Ja Ouais, ouais. Wilson, et qui, tu vois, tu sentais, il la voyait arriver, il s'arrêtait de parler. Il y a un gap qui est passé. Et là, bon, bah, le gap, de toute façon, il faut toujours une vraie embrouille, un vrai antagonisme dans une histoire pour qu'elle prenne. Là, montée de toutes pièces, certainement, hein, entre Angel Reese, Caitlin Clark, comme avant, il y avait PSG-OM dans les années Oui, 90, oui, comme il y a oui. eu les Magic Bird, qui, pour les fans de basket, c'est du fake, et ça n'a aucun intérêt, et c'est pas ça qu'on veut voir. Mais pour faire prendre, comme tu dis, pour cette petite étincelle, pour amener du grand public, regarde, on a parlé plus presque de l'embrouille de Sophie Cunningham la semaine dernière que du match 5 des finales NBA, pratiquement, hein. Ça a plus fait le tour, alors que, bon, tant mieux, c'était vraiment ça fait plaisir, C'était ça une faisait belle embrouille plaisir de quand voir même. ce genre Ah oui, d'engagement. c'est clair. Elle était pas mal. C'était vraiment, c'était vraiment la faute de La bûcheronne comme on les violence, aime. quoi. Mais, Et, moi, ce mais que elle, j'aime elle, bien euh, elle, là-dedans, est- c'est que elle a c'est les explosé filles, depuis les une semaine. garçons, tout le monde. En fait, pour une fois, on parle pas des filles comme des filles. On parle de C'est ça, basketteuses qui ont eu une exactement. altercation sur un terrain, quoi. Et ça, pour C'est le ça. coup, c'est une vraie volonté, je pense, des Américains de faire ça. Bah, en tout cas, déjà, eux ne vivent pas le sport féminin comme nous. Euh, on est vraiment sur un vrai pied d'égalité. Bah, à la fac, c'est un truc de fou, quoi. Filles, Ouais. garçons, pareil, quoi. Donc, moi, je pense que si on a envie, on peut, quoi. Faut arrêter de nous dire que les gens sont... C'est trop facile, je trouve. Sur toutes ces années de Bein, hein, il y a quand même du beau monde qui est passé sur le plateau, ou hors plateau, pour faire des interviews, etc. C'était quoi le meilleur souvenir d'invité ou de rencontre? Alors, si tu nous dis Steph Curry, c'est Ouais, facile, bah hein. oui, je vais dire Steph Curry, évidemment. Même si j'en ai pas du tout profité et que je me suis dit 300 fois, ah, mais j'aurais dû faire ça, mais j'aurais dû faire ça. Mais bon, là, il y avait quand même 50 personnes autour de C'était moi quoi, il y a avec... 5-6 ans peut-être? Ouais, Ouais, même plus, hein. Je dirais, il y a même 7 ans, 2018, un truc comme ça. ouais, d'accord.
Il y en a eu des gars, hein. Il y en a eu, hein. Oh là là, c'est dur, hein. C'est dur une rencontre. Bah, j'ai adoré quand Bilal Koulibaly est venu après sa première saison et qu'il arrive sur le plateau, mais comme un enfant. Il dit, mais vous vous rendez pas compte? Ça fait des années que je vous regarde. Bah, le Ah gars, oui. il a 9 ans. Ça fait 1 an qu'il est en NBA. L'émission, elle existe depuis 12 ans. Donc, en gros, on a fait le calcul. On s'est dit, mais le gars, il a commencé à nous regarder, il avait 9 ans. Et là, il est en NBA. Ah ouais, Et il c'est m'a ça. dit, mais j'ai grandi avec vous, en fait. Et ça m'a fait, mais tellement, ça m'a touchée. Parce que je me suis dit, bah, j'ai pas fait partie de sa vie, mais on était dans son rêve NBA, en fait. S'il a vécu son truc, c'est aussi à travers notre émission, parce qu'il a regardé, parce qu'il avait l'impression d'apprendre des choses avec nous. Donc, ça m'a touchée, en fait, qu'ils nous disent ça. Et là, c'est vrai que tous les jeunes qui passent, c'est ah, mais c'est tout petit, en fait, des trucs comme ça, quoi. C'est des gens qui nous ont regardés. Les parents de ces joueurs-là aussi. Ah, mais on vous a regardé tout le temps et tout ça. Et nous, enfin, je trouve ça hyper touchant, le côté de t'es chez les gens, en fait. Et t'as été chez les gens et les gens s'en souviennent quand ils viennent te voir après, alors qu'ils sont ton invité. Ouais, bah oui, c'est ça. Les années passent tellement vite qu'on se rend pas compte. Et c'est ça que les athlètes comme Bilal sont tellement jeunes que forcément, vous étiez dans son orbite Bien depuis, sûr. depuis des années et des années. Ah bah ouais, Mm. complètement. Ils se souviennent, Et alors, plus, enfin, ils connaissent notre vie, enfin, c'est hyper bizarre, quoi. Ah bah oui, t'as eu ton enfant il y a tant de temps, enfin, Oui. tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est mais vraiment, alors, on parlait des bons souvenirs, mais alors, quel aurait été s'il devait y avoir un invité rêvé, ce serait lequel aujourd'hui, malgré tout ce qui a déjà été fait? bah, bah, je vais pas te mentir, on aimerait bien, même si je pense que c'est totalement impossible, que Victor un jour vienne chez nous. Tu vois, mais pas chez nous dehors, pas chez Nike, chez Hmm. nous. Ah ouais, sur le plateau. Voilà. Moi, j'aimerais que bah, il soit là avec nous et qu'on puisse discuter avec lui. Mais même si c'est pas basket, 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 basket. Moi, j'ai envie de connaître un peu plus ce garçon qui, je pense, est ultra intéressant et Bien ultra sûr. ouvert à plein de choses, même si on ne voit qu'une infime partie de l'iceberg, très contrôlée et qu'on arrivera. Et c'est normal, on ne peut pas tout savoir, mais voilà, moi je pense que c'est quand même une personnalité au-delà du joueur qui est ultra intéressante et je pense qu'il est très intéressant de discuter avec lui. J'avais bien aimé, il avait fait une interview sur France Inter quand il est venu au NBA Paris Games et justement c'était un petit peu différent et j'avais trouvé ça plutôt intelligent. Enfin, plutôt, j'avais trouvé ça intelligent la meuf. Enfin, je m'étais dit, bah, j'aimerais bien discuter avec lui. Voilà. C'est un gars, comme j'aimerais bien discuter, je pense que LeBron James est vraiment hyper intéressant aussi. Quand Rémi l'avait fait il y a pareil 7 ans, mais le gars est le mec le plus sympa du monde. C'est la facilité d'approche des gens en sachant qu'il y a 15 personnes autour de lui en permanence, quoi. Hmm. Donc ça, c'est quand même génial, quoi. Qui j'aimerais bien sinon? Je réfléchis, hein. Je réfléchis, hein. Bah, tu vois, j'ai bien aimé parler avec Gershon Yabusele il n'y a pas longtemps, Ouais. qu'on- qui vit une deuxième chance en NBA fantastique. Moi, Hmm. j'aime bien les histoires comme ça. Tu vois, tu vois, Alex Caruso, il est venu une fois en France, pareil, on a discuté avec lui. Bah, c'est pour être notre pote, ce serait pareil, quoi. Bien sûr. Voilà, donc je pense que ce genre de profil est quand même intéressant. C'est pas que des machines sportives, les mecs, en fait. C'est vrai que les profils comme Caruso, en plus, ils ont forcément plus les pieds sur terre parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ouais, C'est un- voilà. Voilà, ils n'ont pas le même rapport à un mec comme LeBron. Finalement, c'est fou qu'il soit. L'un des accomplissements les plus sous-cotés, je trouve, de LeBron, c'est qu'il a jamais eu aucun problème, finalement, en dehors du terrain. Ce gars-là qui est sous une pression de taré depuis qu'il a 15 ans,
C'est fou en fait. Même si on enlevait la plupart de ses accomplissements professionnels, tu dirais jouer aussi longtemps en venant, en ayant cette étiquette dans le dos depuis le début, c'est infaisable. Donc c'est encore plus spectaculaire pour LeBron. Mais c'est vrai que les gens qui ont des carrières comme Gershon, comme Alex Caruso, souvent ils ont gardé plus les pieds sur terre que les superstars du sport. Ils contrôlent moins ce qu'ils disent. Ouais. Gershon, il me dit, bah ouais, je kiffe ma vie, quoi. Enfin, Mm. mais moi, j'aime bien aussi. Bah ouais, on comprend que tu kiffes ta vie, tu l'as mérité, t'as bossé, t'es récompensé, et nous, on kiffe te voir kiffer, en fait. Donc, moi, j'aime bien aussi ce côté, on se cache pas, on n'essaie pas de se construire un personnage, on nous raconte finalement les choses telles qu'ils les vivent. Mm. Ouais, ça fait du bien d'avoir des gars comme ça qui viennent nous dire moi j'ai une belle vie, et puis de dire je l'ai bien mérité, j'ai galéré peut-être un petit peu. Il y en a qui ont moins galéré, mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas plus bossé ou qui continuent de plus bosser. Mais oui, c'est agréable d'avoir le côté humain. Mais je comprends ce que tu veux dire, que je pense qu'un type comme LeBron pourrait être à même de se livrer plus facilement. Et moi, je préférerais ouais, faire une interview d'un mec comme LeBron ou Victor que de peut-être de légendes plus importantes comme un Allen Iverson, par exemple, où je pense que ça doit être des coquilles plus difficiles à percer peut-être parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler ou parce que voilà. Mais comme tu dis, une interview complètement décalée, je pense que Victor sur France Inter, il prend beaucoup plus de plaisir parce qu'on ne va pas forcément lui parler de basket ou faire comme Antoine Decaune avait fait avec Kevin Durant, à lui faire jeter des petits Suisses dans un truc. Tout ça parce qu'il est grand. Horrible. Le pire moment de télé que j'ai vécu de ma vie. Mais je pense que ces gars-là, ouais, ils adorent ça quand on leur parle d'autre chose, qui puissent montrer qu'ils sont autre chose que des basketteurs et que c'est des gars qui, finalement, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils ont des passions comme toi et moi, de lecture, de séries, de quoi que ce soit. Et ça doit les faire kiffer de parler de ça. Et en même temps, on adore les écouter parler basket. Bien sûr. Victor aussi est un très grand connaisseur du jeu. Je trouve que les joueurs qui connaissent le jeu, c'est quand même une passion absolue. Quand Evan Fournier a fait les finales avec nous, 2020, je crois, enfin, ou 2021, mais déjà la folie du mec qui m'écrivait tu vas me faire la séquence du time code là, ce time code là, et puis enfin il nous envoyait les images qu'il fallait choisir. Je vais parler de ça, mais regarde comment il a mis sa main à ce moment-là. Bah, c'est un délire, hein. Et là, franchement, c'est un tout autre Evan que l'on peut connaître en équipe de France, un peu tempétueux, alors que là, c'est Jean-Michel Organisation, paf, 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 quoi, hyper carré et tout ça, et tout ce qu'il dit, mais moi j'ai envie juste de lui dire, bah vas-y, débrief-moi le match, et j'ai envie de l'écouter pendant 1 heure, parce que on voit qu'il est dedans, on voit qu'il sait comment fonctionne la machine, et que c'est hyper important pour raconter et comprendre tout ce qui se passe sur le terrain. Et il comprend tout ce qui se passe sur le terrain, et ça, c'est vraiment, je pense, les meilleures émissions. Enfin là, c'était un vrai plaisir, comme quand Jacques est là et qu'il reprend sa cape d'entraîneur et qu'il décortique le truc à fond. Je trouve que ça, c'est vraiment des moments assez rares parce qu'on veut tellement plaire au plus grand nombre. On veut exclure personne, on veut inviter les gens et tout, que des fois, on se dit, ah, mais non, mais là, t'es beaucoup trop technique. Laisse tomber, ça va pas plaire. Mais nous, qui avons joué, là, on prend notre pied, en fait, quoi. Complètement. Puisqu'on parle comment dire, de prendre son pied et de prendre du plaisir, on peut peut-être basculer sur nos rubriques, Pierre Armand, je sais pas ce que tu en penses. Allez, vas-y, on a mis Marie dans notre machine à rubrique et on lui a donné un peu de temps pour essayer. C'était violent, votre machine. C'était incroyable, on fait 12 tours sur nous-mêmes à chaque fois. En tout cas, peut-être qu'est-ce qu'il y a un morceau cette semaine ou un album ou quoi que ce soit, ou ces derniers temps, qui t'a fait faire des tours sur toi-même? Des tours sur moi-même. Alors, je suis une grande chanteuse, une grande danseuse. Sachez que le blind test de Wimbledon est un rendez-vous incontournable pour les Français qui sont à Londres pour un tournoi. La Maison Bean organise des blind tests géants, arbitrés par l'excellent Fred Villard, bien entendu. Et je suis pas mauvaise. C'est important, je déteste la défaite. Donc, on sent la compétitrice acharnée pour jouer. Parce qu'on a des points de pénalité pour grossièreté, ce qui est totalement injuste. Ouais, surtout en Angleterre. Non, mais et voilà. pour des Français aussi, ça va pas exister des règles comme ça. Comment il appelle ça? Pénalité, je me souviens plus. Enfin, obscénité, il dit.
D'accord, ok. Donc évidemment, ça tend tout le monde. Une chanson, alors en sachant que mon fils me pourrit mes les Oui. algorithmes Spotify avec ses chansons pourries, enfin que moi j'estime pourries en tout cas, que j'ai amené ma fille voir Sabrina Carpenter parce qu'elle aime bien Sabrina Carpenter et que j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Alors il y a une des chansons que j'adore vraiment. Alors moi j'aime les Smashing Pumpkins, un titre qui s'appelle Mayonnaise, mais parce que vraiment j'adore. J'adore les Arctic Monkeys. Et là, j'écoute sinon totalement différent. Lionel Richie, ça s'appelle Round and Round. Et là, tu as envie de danser, tu es dans ta voiture, il fait beau, et tu as la fond, et tu as les enfants qui disent ferme la fenêtre, c'est trop fort. Ils assument pas. Voilà. Ok. Bah, super, super coup de cœur, là, Lionel Richie, là, c'est classique, ça. Ça bouge Ah pas. Voilà. oui, C'est efficace, ça marche toujours. C'est des gens quand même, c'est des génies, ces mecs-là. Je sais mais pas si oui. vous avez vu le documentaire sur Netflix sur We Are the World, la Oui, manière dont genre, a été conçue cette chanson, mais c'est avec les bandes et tout en plus, quoi. Enfin, c'est incroyable. complètement dingue. Ah, c'est la Il nuit est la plus incroyable, ce folle de l'histoire, documentaire. quoi. Ah, ouais. Ouais, c'est Pierre Armand qui me l'avait conseillé, et vraiment, c'est un régal. C'est un régal, ce documentaire. Ouais. On se rend compte quand même que c'est une autre époque d'être Ouais. musicien, quoi. Ah, mais c'est d'avoir surtout autant de talent, d'ego au même endroit en à 7 heures, parce il est pas 15 heures, hein. Il est 2 heures du matin avec des gars qui en peuvent plus déjà, qui arrivent d'une cérémonie de remise de prix. Enfin, je crois que je l'ai revu 2, 3 fois et j'hallucine sur tout à chaque fois et sur la patience des gens. Ouais, ils font leur taf, mais ils veulent le faire le mieux possible. Le fait de mettre son ego de côté. Bon, t'as Quincy Jones au milieu. Je pense que quand il te dit, tu te mets là, tu bouges plus, tu t'assois, ça va se passer dans 4 heures. Si ça se passe dans 6, tu peux attendre gentiment, mais bon, c'était fou. Ouais, j'ai adoré ce truc. Voilà, j'aime bien ces trucs-là. J'aime bien le rock anglais aussi. Ouais, voilà, on aime bien tout ce genre de choses à la maison. Pierre Armand, c'est quoi ton track of the week? Alors moi, je t'emmène, tu connais Théo, peut-être Marie aussi, un DJ qui s'appelle Guts, qui a fait de nombreux albums aussi en tant que producteur, qui ces derniers temps s'est fait une spécialité de sortir sur le label Heavenly Sweetness des compilations de vieilleries qu'il va fouiner un petit peu partout dans ses voyages qu'il peut faire, notamment en Afrique. Et là, il avait déterré un groupe guyanais il y a peu de temps dans les musiques afro-caribéennes qui s'appelait Jingo Typical Band, un morceau qui s'appelait Vini Way, Vini V-I-N-I et plus loin Way comme oui de manière un petit peu en argot et il a été remixé donc sur ce label Evanescence Sweetness par un de mes DJ et producteurs préférés qui s'appelle Art of Tones. Je ne sais pas si tu connais Théo ou Marie. Art of Tones, c'est l'alias de Ludovic Lorca qui avait sorti un disque au début des années 2000 sous l'alias de Lorca, de L-O-R-C-A, sur le label FCOM de Laurent Garnier. Un petit peu cette musique soyeuse qui mêle électronique et jazz, un petit peu comme pouvait faire Saint-Germain à un moment. Donc c'était ce début des années 2000 où tout semblait possible pour cette French Touch magique. Donc voilà, et après il est devenu DJ un petit peu plus électro, mais toujours aussi funky sous le label, sous l'alias Art of Tones, et il a donc remixé ce morceau de Jingo Typical Band. Et alors lui, par contre, il vous fait danser pendant la journée, le week-end, et moi je pense qu'il peut retourner largement le blind test de Bein à Wimbledon. Ah, mais Très j'ai les bonne réponses. référence. Et toi Théo? Ben moi, écoute, c'est un petit coup de blues parce qu'on vient d'apprendre la disparition de Lalo Schifrin, Ouais. musicien de jazz incroyable qui a réalisé toute une tonne de musique de film. Donc du coup, je me suis un peu replongé là-dedans et notamment dans ce disque-là. C'est lui qui a signé la BO de Enter the Dragon, le film classique avec Bruce Lee. Et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que tu peux voir, c'est un CD gravé. Donc c'est pour te dire à quel point les gens qui regardent savent même pas ce que c'est. J'avais aussi mis un album des Blackbird Dodo. Je sais même pas si j'avais internet à l'époque. C'est mon pote Harry qui m'avait fait cette copie de cette musique de film incroyable. Voilà, de Enter the Dragon. Le film vaut le coup, la bande son aussi. Et voilà, Lalo Schifrin, c'est un musicien argentin si je me trompe pas. Il a été pillé, samplé dans tous les sens. Donc voilà, pensez pour ce très grand musicien. Enter the Dragon, où il pourrait faire un remix bientôt avec un nouveau Bruce Lee et Victor à la place de
Oui, à la place de Karim. Ouais, ouais, ça pourrait être très très bien vu ce qui vient de se passer cet été, ces images incroyables de Victor en Chine là, mais c'est fou ces images. carrément. Tu sais, quand tu vois James Harden avec sa bouteille de whisky dans les strip clubs et l'autre qui est en train de se faire raser la tête, prêt à mettre des coups de pied pieds nus dans un arbre. Enfin, Est-ce que vous aviez des coups de cœur en dehors de la musique tous les deux? alors moi j'en ai eu un, je vais En ce commencer parce moment, que ouais, moi j'en Ouais. ai un, je vais juste commencer parce que comme ça Marie va vas-y. pouvoir rebondir dessus. J'ai pris une claque mais monumentale devant un documentaire cette semaine qui s'appelle Little Big Fred sur Fred Weiss et j'ai été déjà estomaqué parce que de mon inculture parce que je pensais savoir des choses sur Fred Weiss et finalement sur sa carrière et outre la période, le fameux triplé avec Limoges 99-2000, cette période-là et les épopées en équipe de France, c'était surtout sur l'après où on a toujours cette impression fausse qu'on nous a vendu que le fameux dunk de Carter par-dessus lui aurait cassé quelque chose en lui et il y a cette idée préconçue qui est complètement mise à côté, mais surtout on a un Fred Weiss qui se livre pleinement sur sa vie quotidienne, sur son histoire avec son fils Enzo, qui est bouleversante et de bonheur, parce qu'on a l'impression que ça va être très triste, mais en fait c'est bourré d'espoir, c'est bourré d'amour, et de voir le grand Fred Weiss se livrer comme ça, et en parlant de lui-même au premier degré, il n'y a rien de larmoyant. Lui, il parle de toute sa vie avec son fils, qui est autiste aujourd'hui et dont il se rapproche parce qu'il a perdu du temps avec lui. Il n'est pas à raconter ça comme les Américains où d'un coup il demande à ce qu'on coupe la caméra parce qu'il est bouffé par l'émotion. Non, il raconte ça parce que c'est son quotidien, c'est sa vie. On voit des images qui terminent ce documentaire où il embrasse son fils et ça se coupe. Et je te jure, je suis resté sur mon canapé. On a tous des enfants du même âge, Kenzo à peu près. Je suis resté devant mon canapé. J'étais comme ça. J'ai regardé jusqu'à la fin générique. Et après, il y a l'icône, puisque vous avez aimé ça, Tunk NBA Extra qui arrive. Donc, rien à voir. Mais, mais je suis resté pendant un quart d'heure, mais interdit, quoi. C'est-à-dire, j'étais, vraiment, j'avais encore les poils sur les bras, tu vois, qui montent. C'est merveilleux et je trouve que la réalisation de ce documentaire est absolument sublime. Et, et voilà. Et du coup, on regarde Marie à côté de Fred Weiss, et encore mieux maintenant et qu'on a vu ça. Je sais pas si Théo, tu as eu l'occasion de le voir. Marie, j'imagine que tu l'as vu ce documentaire. Mais moi, je Moi, vois Fred tous les jours, donc Eh je ben oui, sais. voilà. Vas-y, Théo. Non, non, pardon, j'ai juste simplement dire que non, j'ai pas eu l'opportunité de le regarder encore. Mais je vais me précipiter. Pardon, vas-y, Mais Marie, ouais, excuse-moi. vas-y, Fred est une personne extrêmement attachante. Bon, déjà, bravo à Clément Répelin, journaliste de Canal+, qui a C'est réalisé ça. ce documentaire. Fred, c'est un amour, ce garçon. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui on peut trouver agressif par moment, mais parce qu'il est comme ça, en fait. Enfin, voilà, il va dire... il faut qu'on s'occupe un peu de lui, Fred, aussi. Bien les petits messages, les petits trucs, les petits machins. Mais voilà, parce que c'est quelqu'un quand on voit le documentaire, on sait que c'est quelqu'un qui a été abîmé, quoi, qui a été tellement mal dans sa peau, bah, qu'à un moment donné, il fallait que ça ressorte, quoi. Et c'est vrai que son fils, nous, quand il est arrivé à NBA Extra, il nous en a parlé tout de suite de son fils. Donc on lui a dit, mais comment ça se passe? Tu vis avec et tout ça. Et tout de suite, il nous a dit, mais moi, j'ai totalement rejeté sa condition pendant de longues années. Je pouvais pas le voir. Enfin, en fait, il a des grosses fissures, mais il n'en a pas honte et il les affronte avec C'est beaucoup de incroyable. courage, je trouve. Parce que c'est vraiment pas facile de dire ça. Il s'est remarié, il a eu des enfants. Il essaie, en fait, je pense, là, il est dans une période de véritable reconstruction et d'assumer qui il est, ce qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire, finalement, quand il était joueur. Quand il dit, j'avais l'impression d'avoir un rôle à jouer, bah, c'est ça. Là, il dit les choses, il dit toujours ce qu'il pense, mais c'est jamais méchant. Des fois, on a l'impression qu'il est un peu agressif ou qu'il... Mais qu'est-ce que t'as, Fred? C'est bon, calme-toi. Ben, en fait, Fred, il est comme ça. Mais c'est pas méchant parce que Fred, il veut que tout le monde l'aime quand même. Donc, c'est comme une maturité à retardement un peu.
Vous savez, mais souvent, moi, je trouve que les sportifs de haut niveau sont des gens qui ont du mal à vivre avec les autres quand leur sport s'arrête. C'est souvent ce que je reproche aux encadrants, aux formateurs, quoi. C'est, mais attendez, on forme des bêtes dans leur sport, mais après, là, dans la vie, comment ils vont faire pour vivre avec nous? Ils sont incapables d'avoir une conversation hors de leur sport. Ils sont incapables de lier des liens émotifs. Et je pense que Fred, ça a été hyper compliqué, lui, ça, tout ce truc-là. Donc, je pense qu'en effet, et c'est une vraie réussite d'avoir réussi à le mettre devant une caméra pour parler de tout ça. Ah ouais. Je vais aller regarder vraiment ce documentaire. Parce que genre, j'ai pas j'ai pas vu le documentaire, donc je sais pas toutes ces choses-là sur comment il est personnellement, mais même par rapport à son sport quand il jouait, je sais que de l'extérieur, on avait l'impression qu'il était très détaché, même de son sport. On avait il- c'est Et il peut-être peut un peu pas dur ce que je veux dire. déranger. Ouais, voilà, il donnait l'impression d'avoir été au basket parce qu'il était grand, comme c'est le cas parfois pour certains grands. Et moi, je l'ai redécouvert par le commentaire, en fait, parce que il a une vraie expertise basket extrêmement précise. On voit qu'il est passionné par le basket. Et moi, quand il était joueur, j'avoue que c'est vraiment pas l'impression que je pouvais en avoir. Alors, impression de très loin, hein, bien entendu. Mais c'est intéressant toujours aussi la perception qu'on a de loin. Et ce que tu dis sur les athlètes qui sont pas préparés non plus à l'après basket, enfin à l'après sport, c'est un truc vrai. Tu parles de maturité à retardement, forcément, parce que pendant quand même 10-15 ans, si tu as de la chance, tu étais dans une sorte de bulle. Alors je dis pas qu'ils sont pas les pieds sur terre pour la plupart, mais t'as quand même pas un quotidien qui est le même que celui de tout le monde. Donc, tu peux pas évoluer de la même manière que tous les autres, quoi. T'es millionnaire en plus, c'est ce que tu veux faire. Enfin, je dis pas ça Bah, pour bien Fred, sûr. mais moi, ça m'avait beaucoup choqué chez les nageurs. Ouais. Ils sont plus dans la piscine, des fois ils savent plus où ils habitent, c'est terrible, quoi. C'est tellement un sport exigeant où là, pour le coup, tu es obligé de faire des longueurs toute la journée pour espérer gratter une seconde. Bah, c'est vrai qu'une fois que tout s'arrête et que tu dois trouver une amoureuse, bah, c'est compliqué, quoi. Je trouve que c'est un vrai truc, ça. On parle souvent de l'après professionnel, mais je trouve que l'après émotionnel est pire pour eux, en fait. Hmm. Oui, puis c'est des gens qui sont sous contrôle en permanence, sous contrôle de ce qu'ils disent, sous contrôle de ce qu'ils renvoient. Alors même si Fred n'est pas de la période des réseaux sociaux, on connaît la difficulté que peuvent avoir certains sportifs à se livrer. Moi, quand il y a un type qui dit, moi, pendant 10 ans, je n'ai pas eu mon fils parce que j'ai été un sale con, enfin, c'est super rare déjà d'entendre un homme dire ça et de savoir reconnaître certaines choses, et d'entendre ces gars-là qui sont des personnages publics qui se livrent en disant, moi, j'ai pas été bon j'ai pas tout le temps été bon et je me suis trompé sur certaines choses. Moi, je dis chapeau. Et ça, c'est vraiment. Je regardais déjà Fred parce que je voyais la manière dont, quand on passe 12 ans, comme tu dis, à regarder Bein un petit peu tous les jours et NBA Extra, on a l'impression d'être en famille toujours et qu'on connaît un petit peu, on a l'impression de se connaître. Tu vois, quand je t'ai croisé, Marie, à la sortie des des Paris Games, c'était limite, oh, salut Marie. Tu vois, c'était Bonjour! vraiment, tu vois, Mais les gens voilà, font beaucoup ça. quand j'ai vu, Ah, salut Marie, ça va? voilà, quand je suis allé Mais voir pardon. Rémi, bah oui, voilà, quand je suis allé voir Rémi, quand il était venu faire une séance de dédicace, bon, on avait échangé déjà, on avait fait des émissions ensemble et tout, mais on a l'impression qu'on s'est vu avant-hier, quoi. Enfin, de mon côté, Ben bien oui, oui, sûr, pas du sien. mais Donc de voir c'est ces sympa. personnes-là se livrer, j'avais presque, tu sais, cette impression très bizarre, Théo, tu sais, quand tu vois quelqu'un que tu vois tous les jours finalement, et voilà, et t'éteins ça, et tu dis, mais merde, depuis tout ce temps, il m'a jamais raconté ça, ce con. Je savais pas, moi, tout ça. Et limite, tu culpabilises de te rendre compte que tu t'es tellement trompé sur ta perception des gens pendant ces années. Donc vraiment, allez regarder ce Little Big Fred, qui est merveilleusement monté en plus comme documentaire et réalisé. Il y a de merveilleuses images d'archives. Donc voilà. Mon coup de cœur. Il était un peu long, Et, j'avoue, mais il était il pas mal. fallait, il fallait, c'est important. Ça va faire plaisir à Fred. Et toi, Qui est le bienvenu ouais. dans Raw Culture, bien sûr, hein. Voilà. Il faut lui proposer, il dira pas non, hein. Et toi, Marie, t'avais un coup de cœur Alors, qu'est-ce que j'aime bien? Alors, il y a des trucs très sérieux que j'aime bien, comme une série espagnole qui s'appelle Querer sur les violences conjugales. Ça se passe sur Arte en ce moment.
Je vous le conseille parce que la violence ne se voit pas toujours, mais elle est quand même là. Et donc, ça nous pose pas mal de questions sur la manière dont la justice traite tout ça, la manière dont les amis traitent tout ça, dont la famille traite tout ça. C'est hyper émouvant. Et je pense que ça nous aide quand même pas mal à être assez vigilants sur plein de choses, dans nos relations notamment. J'adore une série qui s'appelle The Studio. C'est sur Apple TV en ce moment. C'est sur Canal. Grandiose. C'est sur le monde. Voilà. La vie du Incroyable. cinéma américain a un peu grossi, mais vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses réelles dans cette série, notamment l'épisode sur les Golden Globes. C'est complètement délirant et je pense que ça se passe vraiment comme ça. À quel point les jeux et à quel point aussi la créativité est de moins en moins mise en valeur par rapport à la création de franchises, de tout ça, la vie d'un studio américain à Hollywood. Je vous le conseille parce que ça met plein de choses en perspective et c'est assez drôle. Ouais, tu nous en avais déjà parlé une fois, non, Pierre-Moi, il me semble. Donc, Avec c'est sur ma Seth liste des trucs à regarder. avec Seth Rogen, Ouais. et on avait parlé quand on était au 2e ou 3e épisode, et on avait un sur le plan séquence, sur un plan séquence qui foire, et qui est 1 heure de plan séquence. Donc déjà, techniquement parlant, c'était une prouesse. Mais le truc, t'as envie de casser ta télé en même temps que le gars, tellement c'est réaliste, tellement c'est insupportable ce bordel. Et tu te dis, ça doit être pareil sur un plateau. Ça doit être tendu comme ça. Non, mais c'est grandiose. Et c'est merveilleusement interprété surtout. C'est Et vraiment... Marion, Pardon. Vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, on t'avait mis aussi au défi de trouver une relique. Est-ce que t'as une relique que tu Et Théo, voudrais t'as pas de coup de partager cœur, avec toi, nous? cette semaine? T'as Merde. pas de coup de cœur, toi, Théo? Si. J'étais en train de passer à autre chose directement. Si, moi, mon coup de cœur, je suis allé à un concert. Je suis allé voir The Beatnuts en concert. Je t'en avais parlé en avant-première, Pierre Armand, et c'était super. Un concert de Cadra comme c'est pas permis, avec autant d'humour que je l'imaginais. En fait, tu disais, les gens, t'as l'impression que tu les connais. Ces mecs-là, j'écoute leurs disques depuis 30 ans, voire plus. Et en fait, ils sont exactement comme je les imaginais. Pas d'ego, hyper sympa, très drôle. C'était un moment de régalade. Vraiment, par contre, c'était super boomer dans la salle. C'était complètement normal. Donc, tout était à l'image de ce que j'imaginais. Concert pas trop long, parce que je suis à un âge aussi où maintenant j'aime bien les concerts, mais il y a un moment où j'ai envie de rentrer chez moi. Donc, tout était impeccable. Voilà, c'était mon En coup de plus, Mais cœur. être plus, assis cœur de aussi, la- on aime bien être assis. Absolument. plus t'étais bien placé, t'étais en bord de scène à droite, là. Ah oui, Ou à gauche, je sais j'étais plus. limite comme si j'étais sur la scène. Ouais, c'est C'est au ça. New Morning, donc une salle qui est vraiment chaleureuse. Et je pouvais pas être mieux placé, c'était parfait. Bon, magnifique. Donc ouais, Marie, je disais, Ma est-ce relique, que tu as trouvé une relique? j'ai pas trouvé, hein, je t'avoue. Non, j'ai pas trouvé de relique. Je réfléchis à un truc qui est pas trop loin de moi, là. Attends, j'arrive. Vas-y. Attends. Je sens que tu as trouvé un truc là. Alors, ce petit porte-clés, offert par Tony Parker le jour où on est allé à la cérémonie du Hall of Fame. Donc, Ok. c'est la Ah oui. promo 23. Et toutes les personnes qui ont été intronisées lors de cette cérémonie, Ah, fortiche. Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Greg Popovich notamment. Donc on avait eu plein de petits cadeaux et notamment ce porte-clés qu'on n'est pas très nombreux à avoir. Hein. Non. Donc ouais, ça je pense que c'est un truc. Ma petite raquette De Wimbledon. bien sûr. Ça, c'est les handballeurs qui me l'ont offert, l'équipe de France. Parce que, voilà, c'est moi quand je vais les voir. Et bien sûr, évidemment, mon petit Steph. Ah bah, voilà. Et mon autre relique, le truc que j'aime à l'antenne, contrairement aux garçons, c'est évidemment. Il est super beau. Hein? Il Alors, est super beau. sachez qu'on n'arrête pas de dire, mais il faut le commercialiser, les gars. Mais grave. Mais là aussi, denrées rares. Denrées très rares. Le Sweet NBA Extra, qu'il doit y en avoir peut-être une vingtaine qui existent. Donc, voilà, c'est assez important. D'ailleurs, on en profite pour faire un clin d'œil à nos copains de la First Team qui ont sorti aussi une collection, là, First Team, avec la marque championne USA. Il y a encore des pièces disponibles, il n'y en a pas beaucoup. Et on sait qu'après, tout le monde râle parce qu'il est passé à côté. Donc, foncez là-dessus. Voilà, eux, ils ont compris. Nous, on fait ça en édition limitée.
Très limité, visiblement. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, moi, je vais y aller de la mienne. C'est quelque chose qui devrait te parler, Marie, parce que moi, j'ai ça Ouais, comme relique. tout Le à fait. mug Waouh. NBA Extra Ouais. avec mon Euh, camarade il Rémi date, hein? Reverchon, Jacques Monclar, pardon? Ça date, hein, maintenant. Et ouais, ouais, ça date. Je sais plus. J'essaie de me rappeler quelle année c'était. Je me rappelle Non, plus du tout, c'est mais pas voilà. 2019 ou 2000, avant le Covid, quoi. Je pense que c'est ça, effectivement. Ouais. Ouais. Voilà, quand je consulte les box score NBA le matin pour préparer le CQFR ou autre, voilà, je suis en bonne compagnie avec ouais, mon camarade Rémi Reverchon, à qui je passe le bonjour, et puis bien sûr toute l'équipe, Eric Micou, Xavier Vaution, Jacques Monclar, toute la team. Fais Bah gaffe, ouais. fais gaffe, il y a Marie qui sourit sur le mug, mais à tout moment, elle t'envoie un texto pour te défoncer parce que t'es pas prêt à l'heure, quoi, hein. Tu sais qu'elle est capable de le faire maintenant. C'est vrai? Ah, mais grave! Je suis toujours prêt à l'heure, Never. moi. Never. Allez, moi, ma relique, il y en a beaucoup qui ont râlé en disant ouais, les tenues avant, ça voulait dire quelque chose, les tenues sur le titre, les t-shirts de champion, les casquettes de champion et tout. Donc, je vous ramène à une époque où ça voulait dire quelque chose. 1996, Oh là là, elle est belle, celle-là, hein. bon, elle est un peu Ah, elle est horrible quand incroyable. même. Alors, attends, Ouais, attends. mais à l'histoire qu'elle a, je Voilà, m'en fous. le ballon de basket là en vrai cuir, horrible, le lettrage dégueulasse, on faut être d'accord. Par contre, ça c'était sympa derrière, le logo 96. C'est la vraie, hein, c'est de l'époque. Et on voit que là, donc c'est un patch qui est collé au cas où ça aurait dû être Seattle. Et imaginez un patch vert au Ah, milieu de tous rouge, là, ça aurait été encore pire. Mais voilà, oui, c'était la marque Logo Athlétique à l'époque qui fournissait les vestiaires NBA dans tous ces trucs de titres. Mais voilà, c'est vrai que quand on voyait les images avec ces casquettes-là, on voulait les avoir absolument. Cette année, elle est un peu tristoune, toute noire, avec juste marqué champion en petit. Voilà. À l'époque, vous vouliez de la couleur et un peu de folie. Et ben hop, bim, en voilà. Et j'en ai des encore plus moches, genre 95, elle est horrible. Je te l'avais montré, je crois, Théo, celle de Houston. Ouais. Mais voilà, elles sont pas toutes glorieuses, mais c'est vrai que elles sont colorées et elles font plaisir à voir. Bah, très belle pièce en tout cas. Je sais toujours pas comment tu 30. as pu dénicher des trucs pareils et surtout les conserver dans un état aussi clinquant. c'est Bah, vrai. les dénichés, c'était pas dur à choper, hein. Je sais même pas si celle-là, je l'avais pas trouvée en France, dans certains magasins qui étaient spécialisés là-dedans. Ça arrivait, hein. C'est juste qu'il fallait la garder derrière, mais la garder en état. Et puis ça se trouve encore, hein. Sur Vinted ou dans certains shops de vintage, vous les trouvez encore, hein. Vintage, je pense que celle-là, elle y est, hein. Ok, chapeau. Bah, écoute, Marie, merci encore hein, d'avoir été Merci avec Marie. nous aujourd'hui. Donc on peut te suivre dès la semaine prochaine sur le tournoi de Wimbledon. Après, il y a un moment, tu fais un break quand même ou tu enchaînes Ça encore fait derrière? après, enfin, non, non. Ouais. Après, c'est fini, vacances. Et après, on verra la suite. En tout cas, on est prêt à vivre 10 nouvelles belles saisons de NBA sur lui. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode de Hoop Culture. Puis Armand, on se retrouve la semaine prochaine. Carrément, vous nous retrouvez comme toujours sur le site, la page YouTube de Rivers Basket Session en podcast. Et si vous aimez nous écouter à la radio, on est sur 88.8 le lundi à Marseille. Voilà. Bon week-end et bonne semaine à tous. Salut à Ciao. tous!